Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Prisonnière de B. A. Paris, lu par Anne-Sophie Marie. Aux deux hommes de ma vie, Caleb et Henry. Première partie. L'enlèvement. Chapitre 1. Maintenant. Je perçois le mouvement de l'air sous mon nez une milliseconde avant que le bâillon, du ruban adhésif épais, n'étouffe mon cri. J'ouvre les yeux. Une silhouette sombre est penchée au-dessus de mon lit. L'adrénaline déferle. Bouge-toi, le couteau. Je plie le bras pour fouiller sous mon oreiller, mais une main s'abat sur mon poignet, m'immobilise. Tiré de force du lit, je lance des coups de pied au hasard, qui ne rencontrent que le vide. J'essaie de me concentrer, mais la tête me tourne. Pourquoi me suis-je endormie ? J'aurais dû m'attendre à ça, me préparer. L'homme me tord les bras dans le dos, me ligote les poignets. J'ai beau me débattre, il m'enfile quelque chose sur la tête, du tissu, rêche, serré, une sorte de cagoule. La terreur se répand comme un incendie. Ne panique pas, reste calme, Amélie. Tu sais ce qui t'arrive. L'homme me fait sortir de la chambre. Je trébuche, titube, mais il me redresse brutalement. Sous la cagoule, les battements de mon cœur sont assourdissants. J'essaie de lutter contre la peur. Je peux être plus futé que lui. Je le lui ai déjà prouvé une fois. Mes orteils butent sur le bord du tapis du couloir. Je me représente avec précision ces motifs enchevêtrés de feuilles et d'animaux, verts et rouges. L'odeur de colle chimique de mon bâillon me fait tousser, m'étouffe. J'inspire une grande goulée d'air, et le tissu de la cagoule se colle à mes narines. Sous mes pieds, le tapis laisse la place au parquet ciré du palier. Où est-ce qu'il m'emmène ? Il resserre sa prise sur mes épaules, me tire légèrement en arrière. Mon instinct me dit que nous sommes en haut de l'escalier. J'hésite. J'ai peur de tomber. Juste devant moi, je finis par trouver la première marche. Puis je descends jusqu'à sentir le carrelage froid du couloir du rez-de-chaussée. Il me pousse vers la gauche. Mon souffle rauque résonne étrangement dans le silence lugubre. Je sais où nous allons. Il m'emmène au sous-sol, au garage. Je me tourne, j'essaie de me libérer et un très court instant, il relâche sa prise. Mais je n'ai pas le temps d'en profiter. Il me tord les bras pour me forcer à repartir vers la droite. Nous descendons un autre escalier. L'espace semble se resserrer. Je sens un courant d'air plus frais. Et puis me parviennent toute une série de bruits, assourdis par la cagoule, mais identifiables malgré tout. Des piétinements, un gémissement étouffé, la sensation que quelqu'un d'autre est là à nous attendre. Je recule d'un pas et je m'arrête. Ces bruits de pas, ces gémissements, ne viennent pas de moi. Mon esprit regimbe. Non, ce n'est pas possible. Mais je reconnais cette voix étouffée. Celle de Ned. Ce n'est pas du tout ce que je croyais. Chapitre 2. Maintenant. Mes yeux papillotent sous la cagoule. Je dois trouver le moyen d'échapper à ce cauchemar. Réfléchis, Amélie, bon sang. Mais mon cerveau est paralysé. Qu'est-ce qui se passe ? Qui sont ces gens ? J'entends le déclic d'un coffre de voiture qui s'ouvre. De nouveau des piétinements, puis Ned qui proteste de plus en plus violemment. Un grognement, un choc sourd. Ils ont jeté Ned dans le coffre ? Je me tends. Il ne faut pas qu'il me balance à côté de lui. Et puis subitement, on me pousse dans la voiture entre les sièges avant et arrière, face contre terre, genoux repliés. Une grosse chaussure presse lourdement sur mon dos, m'empêche de me relever. Au début, j'essaie de suivre mentalement notre trajet. Mais je perds vite tout repère. Je m'oblige alors à inspirer à petites goulées. Mon estomac se soulève. Je respire trop vite. Je ferme les yeux, je m'imagine dehors, dans l'air frais de la nuit, en train de regarder le ciel, les étoiles, l'espace infini. Peu à peu, mon souffle s'apaise. Puis, au bout de ce qui me paraît une éternité, la voiture ralentit. La route se fait plus bosselée. Mes pensées se sont égarées. Je dois me concentrer. Si je veux survivre, chaque seconde compte. D'après les chaos de la voiture, nous devons être sur une piste non goudronnée, au milieu d'une forêt peut-être.
Je devrais être plus terrorisée que je ne le suis. Mais je n'ai pas peur de mourir, plus maintenant. Pas après tout ce qui s'est passé. J'entends des coups sourds monter du coffre, et Ned qui se met à hurler de douleur. Il doit être terrifié. Mais ne devait-il pas s'attendre à tout ça? Hunter, son garde du corps, s'est fait sauvagement assassiner il y a 3 jours et remplacé par Carl, un inconnu. Où était Carl pendant qu'on nous enlevait? Si c'est arrivé, c'est qu'il y a eu une grosse défaillance dans le dispositif de sécurité. Carl est forcément dans le coup. La voiture s'arrête. Des portières s'ouvrent, la chaussure qui pesait sur mon dos se retire. On m'extrait de la voiture, on me fait me redresser. L'air frais de cette nuit d'août qui souffle sur mes jambes nues me donne la chair de poule. Je sens une odeur de terre, de feuillage, de sève. J'entends qu'on fait sortir Ned du coffre. On nous force à avancer. Ned devant et moi derrière. Je l'entends protester. Le sol est agressif sous mes pieds. Des cailloux s'enfoncent dans ma peau, comme si j'étais sur une plage de gravier. Je m'attends à déboucher sur un terrain plus doux, tapissé de feuilles de fougères, à entendre craquer des brindilles, mais les cailloux font place à des dalles lisses, à une sorte de chemin. Ce n'est pas une exécution alors. En tout cas, pas une exécution au fin fond d'une forêt. Nous nous arrêtons. J'entends une porte s'ouvrir en grinçant, racler le sol. Ça ne ressemble pas à la porte d'entrée d'une maison. Celle d'une cabane peut-être? Poussée en avant dans un espace où il fait plus froid, je me mets à trembler. Ce n'est pas une cabane, c'est une oubliette. Un sous-sol aux murs assez épais pour ne jamais profiter de la chaleur du soleil. Malgré l'agitation autour de moi, je frissonne. Une autre porte s'ouvre quelque part devant moi, et j'entends à nouveau des bruits de lutte. Ned s'agite violemment. Quelqu'un me marche sur le pied en essayant de l'immobiliser. Je retiens mon souffle. J'attends qu'il se calme. Un claquement de porte suivi de coups sourds. C'est Ned qui se jette contre la porte, plein de rage malgré son bâillon. Calme-toi, ça ne sert à rien. On me fait repartir, monter un escalier de pierre. 12 marches. En haut, la pierre usée cède la place à un plancher tiède, plus doux sous mes pieds. Une nouvelle porte s'ouvre, on me pousse en avant. Je sens un mouvement dans mon dos. Je m'aurais dit, prête à prendre un coup. Mais on me retire la cagoule et l'électricité statique fait crépiter mes cheveux. Je prends une grande aspiration par le nez et je cligne des yeux, encore et encore, jusqu'à ce que je me sois habituée à l'obscurité. Mais je ne vois rien du tout. Pas le moindre ray de lumière, pas la moindre nuance d'ombre. Sans avertissement, on me saisit les mains, on me broie presque les poignets. Un cri se bloque dans ma gorge. Pas ça. Je lance une ruade qui touche de la chair, des muscles, mais celui ou celle qui me tient ne fait que resserrer sa prise. Et puis j'entends les dents d'un couteau s'attaquer à quelque chose qui finit par céder en claquant. La pression sur mes poignets s'évanouit et l'élan me projette en avant. Avant que je puisse faire demi-tour, une porte claque et une clé joue dans la serrure. C'est alors que je m'en rends compte. Depuis le moment où l'homme est entré dans ma chambre, nos ravisseurs n'ont pas prononcé un mot. Chapitre 3. Avant. Votre tante arrive quand? A demandé le médecin au chevet de mon père en se redressant. Dans la journée. Elle vient de Paris. Il a pris un air soulagé. C'est bien. Dans son lit, mon père semblait tout petit. Sa peau parcheminée, frêle, était presque jaune, ses bras maigres comme des bâtons. La vitesse à laquelle le cancer s'était propagé était terrifiante. On le lui avait diagnostiqué il y a 6 mois, et jusqu'à la semaine dernière, il marchait, mangeait, buvait presque normalement. Aujourd'hui, il ne pouvait plus rien faire seul. Je devais lui donner à manger, le laver, comme un enfant. «Qu'est-ce que vous allez faire?» a demandé le médecin. «Après.» Je savais qu'il voulait dire après la mort de mon père. J'ai refoulé les larmes qui montaient. Je vais partir vivre à Paris, chez ma tante. Je n'aime pas mentir, mais je ne voulais pas qu'il sache que j'étais seule à m'occuper de mon père, parce que je redoutais qu'il insiste pour le faire placer en hospice. Et papa ne voulait pas de ça.
Il voulait rester chez lui. Cette tante n'existait pas en réalité. Je n'avais personne. J'avais 16 ans et j'allais bientôt être seule au monde. Ce que je voulais, c'était pouvoir rester à la maison après la mort de mon père. J'étais capable de me débrouiller seule. Ça faisait déjà plusieurs années que je faisais les courses, la cuisine et le ménage. J'avais dû tout prendre en charge quand il n'en avait plus été capable, parce qu'il buvait trop. Mais nous étions locataires de cette maison et sans famille pour me recueillir. On allait me placer en foyer d'accueil. Ça, il n'en était pas question. Au début, j'avais pensé à demander à mon amie Shannon et à sa mère de pouvoir vivre chez elle jusqu'à la fin du lycée, l'année suivante. Je suis sûre qu'elles auraient dit oui. Mais elles devaient déménager cet été et partir pour l'Irlande, dont la mère de Shannon était originaire. Elles ne savaient pas que je m'occupais seule de mon père. Quand elle m'avait posé la question, j'avais inventé cette tante française pour qu'elle ne s'inquiète pas pour moi. Je croyais que tu n'avais pas de famille, avait dit Shannon. Apparemment, mon père et elle étaient fâchés depuis des années, mais quand il est tombé malade, il lui a passé un coup de fil pour le lui annoncer. Je vais partir vivre à Paris avec elle, avais-je ajouté après un temps. Elle m'avait serrée dans ses bras. Elle est gentille, ta tante? Adorable. Ça faisait 2 semaines que je séchais les cours. Ce n'était pas grave, l'année était presque achevée de toute façon. Mes profs savaient que mon père était malade, et quand ils m'avaient interrogée, je leur avais servi la même histoire qu'à Shannon. J'allais vivre à Paris avec ma tante, et je ne reviendrais pas l'année suivante. Mais c'était à Londres que je voulais aller, pas à Paris. Une fois là-bas, j'allais trouver un job de serveuse et commencer à économiser pour me payer l'université. Chapitre 4. Maintenant. En tremblant, j'entreprends de me débarrasser du ruban adhésif qui me bâillonne au corps. Mais je m'arrête immédiatement. Il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. J'entends son souffle rauque. Narines dilatées, je presse les mains sur ma bouche. La panique brute me donne envie de hurler. Je retiens mon souffle. Le silence se fait immédiatement et je comprends que c'est ma propre respiration que j'entendais. Il n'y a personne d'autre. Je suis seule. Avide de pouvoir respirer normalement, j'arrache mon bâillon d'un geste sec et douloureux. La peau en feu autour de la bouche, je commence à avaler de grandes goulées d'air. Le goût de la colle me donne des hauts le cœur. J'essaie de maîtriser mon souffle, de me calmer. Il faut que j'aie l'esprit clair. Dans le noir total, je me retourne pour me diriger là où je pense que se trouve la porte, main tendue devant moi. Mes doigts rencontrent un mur. Je m'arrête. La surface est froide. C'est de la peinture et non du papier peint. Paume contre le mur, j'écarte lentement les bras, détectant la moindre irrégularité de la paroi jusqu'à sentir un encadrement de porte en bois brut. En tâtonnant, je finis par trouver une poignée, ronde et lisse. J'essaie de la faire tourner. Peine perdue. Je tâte le mur autour de la porte à la recherche d'un interrupteur. Rien. Je tambourine à la porte. Il y a quelqu'un? Personne ne vient. Cette fois, je crie. Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Je me mets à genoux pour repérer le trou de la serrure. Je place mon œil devant. L'obscurité est absolue. La peur s'intensifie. Laissez-moi sortir, par pitié. Tais-toi, contrôle-toi. Tu ne peux pas te permettre de laisser la trouille prendre le dessus. Je pense à Ned, à son ton hier soir, à ce qu'il m'a dit. La pièce où il est enfermé, un étage plus bas, est-elle juste en dessous de celle-ci? Est-ce qu'il m'entend paniquer? Une vague de larmes monte. Je pose le front contre la porte, j'y appuie les mains. Je sens les rivets des panneaux et je pense à Caroline. À son appartement de Londres, où les portes étaient aussi en bois riveté. Son chez-soi qu'elle m'a offert. Une autre grande inspiration. Je ne peux pas abandonner. Je dois me racheter. Je chuchote pour moi-même. Bouge-toi, Amélie. Trouve un interrupteur. Il y en a forcément un. Je fais face au mur et je commence à le longer, vers la gauche, les mains tendues aussi haut que possible, puis en descendant vers le sol. Je m'attendais à trouver un interrupteur à proximité de la porte, mais j'arrive à un angle sans en détecter aucun.
Je passe au mur suivant et au bout de quelques pas, mes doigts identifient une prise électrique près du sol. Je me redresse, les mains toujours à plat contre le mur, pour poursuivre mon exploration. Et ma main gauche bute sur un relief. J'en explore les contours. C'est un panneau de bois qui obture une fenêtre. Je sens son encadrement. J'essaie d'agripper le bord du panneau, d'avoir assez de prise pour le soulever, mais je détecte sous mes doigts des têtes de petits clous métalliques, trop enfoncés dans le bois pour que je puisse en retirer un seul. Mais savoir qu'il y a une fenêtre me donne un peu d'espoir. Je dépasse le panneau de bois et je tombe immédiatement sur autre chose, du tissu, quelque chose de ferme. Je palpe. C'est un matelas, posé à la verticale, dans l'angle. Je renifle prudemment. Il sent le neuf. J'y appuie la tête un moment, en attendant que l'adrénaline reflue. Mais je ne peux pas me reposer. Je dois trouver cet interrupteur. Il n'y a rien sur le mur derrière le matelas. Je le dépasse, continue à tâtonner le long du mur suivant. Au bout de 4 petits pas, je découvre une porte. Je me dis que, désorientée dans l'obscurité, je suis revenue à mon point de départ. Mais non. Ce doit être une seconde porte. J'appelle. Il y a quelqu'un ? Seul le silence me répond. Je trouve la poignée, j'essaie de la tourner. Sans la moindre résistance, la porte s'ouvre. Mon cœur s'emballe, je recule d'un pas. Aucun son, aucun mouvement. Je franchis la porte, main tendue devant moi. Mon genou rencontre immédiatement un obstacle. Je bascule en avant, mes mains se heurtent à un mur et je m'effondre avec un cri. Qu'est-ce que j'ai cogné ? En me tortillant, je sens de l'émail froid sous mes doigts. Des toilettes. Je me relève, fais demi-tour. Je retrouve la porte et me remets à chercher un interrupteur. Il ne semble pas y en avoir. Il doit être de l'autre côté du mur. Je reviens dans la pièce principale, referme la porte et commence à sonder ce côté de l'encadrement. Toujours rien. L'idée de rester dans un espace aussi confiné sans lumière me donne le frisson. Si je veux me servir des toilettes, je vais devoir laisser la porte ouverte. Je tremble de tout mon corps à présent. Et en claquant des dents, je délaisse la porte des toilettes pour continuer à longer le mur. J'arrive à un angle. Je suis le mur suivant sur la gauche, qui selon moi est parallèle à celui où se trouve la fenêtre occultée par le panneau. Toujours pas d'interrupteur, mais une seconde prise électrique près du sol. Puis un nouvel angle à gauche et me voilà revenu à la première porte. Je prends un moment pour réfléchir. La porte principale est dans ce mur. La fenêtre obturée dans celui d'après. La porte des toilettes s'ouvre dans le troisième mur, parallèle à celui-ci. Le quatrième est un mur aveugle. Il y a 2 prises, mais pas d'interrupteur. On veut me laisser dans le noir. Une terreur nouvelle s'empare de moi. En respirant péniblement, je tombe à genoux, ferme les yeux, repense à tout ce que j'ai déjà enduré. Je peux supporter ça aussi. Il le faut. Je me mets debout, dos à la porte. Et je m'avance avec précaution, droit devant moi, main tendue, en comptant mes pas. Au 7e, mes mains effleurent du bois. 3 petits pas de plus et je suis collée à cette paroi. Je baisse les mains et je trouve la poignée. C'est bien ce que je pensais. La porte des toilettes est juste en face de la porte d'entrée. Satisfaite, je me remets à genoux et j'entreprends de minutieux allers-retours à tâtons pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre dans la pièce. Mais en dehors du matelas, il n'y a rien. Je n'ai plus d'énergie. Je rampe jusqu'au matelas, l'étends au sol et je m'y assois. Au bout d'un moment, je regarde vers la porte. Je ne peux pas la voir, mais je sais où elle est. Je pense à l'emplacement du matelas, puis à celui de la porte. Quand je suis face à elle, la poignée est du côté gauche, ce qui veut dire qu'elle s'ouvre depuis l'extérieur sur la gauche. Pour la première fois, je découvre quelque chose de logique. Ils ont disposé le matelas sur le côté droit de la pièce pour qu'à leur entrée, je sois comme une proie qui les attend. Je me lève, j'agrippe le matelas, je le tire dans l'angle opposé et l'installe le long du mur. Si quelqu'un entre, il lui faudra contourner la porte ouverte pour traverser la pièce et arriver jusqu'à moi. Je m'assois, les bras autour des genoux, et je fais la seule chose que je puisse faire. J'attends.
Chapitre 5. Avant. Je sirotais lentement mon café dans l'espoir de combler la faim qui me tenaillait. J'étais là depuis déjà 1 heure. Il faisait si froid dehors que je n'arrivais pas à me résoudre à partir. Mais je ne pouvais pas faire remplir ma tasse à l'infini sans qu'on me demande de payer une nouvelle consommation. Jusqu'ici, personne n'était venu me déranger. J'étais à Londres depuis 7 mois maintenant, et tout s'était bien passé jusqu'à il y a quelques semaines. J'avais décroché un job dans un restaurant, et au début, je logeais dans des auberges de jeunesse. Mais le séjour y étant limité à 15 jours maximum, il m'avait fallu en changer souvent, passer d'auberge en auberge, en m'éloignant chaque fois un peu plus de mon lieu de travail. Je dépensais tellement en transport en commun qu'une des serveuses du restaurant, qui avait du mal à payer son loyer, m'avait dit que je pouvais dormir sur un matelas par terre chez elle, moyennant 10 livres par nuit. Ce qui voulait dire que je pouvais enfin commencer à mettre de l'argent de côté pour l'université. 3 semaines plus tôt, le gérant de l'escargot m'avait fait appeler. La période des fêtes était passée, et il y avait tellement peu de clients au restaurant qu'il ne pouvait plus justifier mon salaire. J'avais envie de lui crier qu'il ne me payait que 5 livres de l'heure, mais je n'avais rien dit. J'allais peut-être devoir retravailler pour lui un jour. J'avais essayé de trouver un autre job, mais personne n'embauchait avant le printemps. 3 mois à attendre. L'argent que j'avais économisé avait presque entièrement fondu. La semaine précédente, j'avais dû quitter l'appartement parce que je ne pouvais même plus me payer le matelas par terre. Depuis, je dormais dehors. La première nuit, je m'étais assise près d'un groupe de jeunes et ça s'était bien passé. Ils m'avaient proposé de les rejoindre, en m'expliquant qu'ils étaient venus à Londres pour un concert et qu'ils avaient raté le dernier train pour rentrer. Mais ensuite, mes expériences avaient été moins glorieuses. La nuit précédente, je m'étais allongée sur un banc avec tout ce qui m'appartenait sous moi. Mais on m'avait embêtée à plusieurs reprises. J'avais dû me défendre contre un autre sans-abri qui voulait me faire tomber du banc, pour me dérober mes affaires ou simplement prendre ma place, je ne sais pas très bien. Et comme il faisait froid, j'avais grelotté toute la nuit. Je redoutais de dormir une nouvelle fois dehors. Il me faudrait acheter un sac de couchage, ce qui voulait dire piocher un peu plus dans le peu d'argent qui me restait. Il y avait bien des centres d'accueil pour les sans-abri, mais ma conscience m'empêchait d'y recourir alors qu'il me restait 100 livres cachés dans le porte-monnaie de ma ceinture. J'allais peut-être quand même y être obligée. J'ai avalé une petite gorgée de café. L'endroit était chaud, douillet. J'ai fermé les yeux un moment. La porte qui s'ouvrait m'a réveillée. En clignant des yeux, j'ai vu 2 femmes entrer. L'une était grande, belle, avec de longs bras, de longues jambes, une peau parfaite, des cheveux courts peroxydés. Elle portait un manteau noir serré à la taille par une ceinture, des chaussures montantes rouges, un sac à main assorti, le tout haut de gamme. L'autre était plus petite, jolie, avec des cheveux noirs, et portait un imperméable beige. Quand elles se sont dirigées vers la table voisine de la mienne pour poser leur manteau sur une chaise vide, j'ai vu que son impair était doublé de fausses fourrures. J'aurais rêvé d'en avoir un pareil. En dessous, elle portait un tailleur bleu marine et un chemisier de soie blanche. Avec mes jeans et mon sweatshirt, je me sentais miteuse à côté d'elle. Fascinée, j'ai observé la serveuse prendre leurs commandes et revenir avec des expressos et des gâteaux. Je n'arrivais pas à détourner les yeux de leurs muffins aux myrtilles. La femme blonde a commencé à manger en détachant soigneusement de petits morceaux qu'elle portait à sa bouche d'une main délicate. Son amie a repoussé le sien sans y toucher. Je n'entendais pas leur conversation, mais tout à coup, les yeux de la femme brune se sont emplis de larmes. Elle acquiesçait à ce que lui disait son amie, tout en essayant de ne pas pleurer, je le voyais bien. Et puis, au bout de quelques minutes, après avoir jeté un coup d'œil discret à l'énorme montre en or trop grosse pour son poignet, la femme blonde a tendu le bras vers elle, lui a pris la main avant de se lever pour partir. «Ça va aller, Caroline, je te le promets», a-t-elle dit avec un léger accent. Elle est sortie du café, son sac rouge négligemment jeté sur l'épaule, sous les regards admiratifs des autres clients. Restée seule, la femme aux cheveux noirs a sorti son téléphone de sa poche et a commencé à scroller.
Quand les larmes se sont mises à couler, elle les a essuyées furtivement avec un coin de sa serviette, puis elle a repoussé sa chaise et s'est levée à son tour. Je m'attendais à ce qu'elle emporte son muffin intact en partant, mais elle n'y a pas touché. Excusez-moi, ai-je dit avant de pouvoir m'en empêcher. Je peux prendre votre muffin si vous ne le mangez pas? Elle s'est retournée vers moi. Oui, bien sûr. Servez-vous. Et puis, peut-être gênée que je l'ai vue pleurer, elle est sortie du café, tête basse. Avant que la serveuse ne débarrasse leur table, j'ai enveloppé le muffin dans une serviette en papier et j'ai suivi la femme dehors, sans vraiment savoir pourquoi. Ça me paraissait important de m'assurer qu'il ne lui arrivait rien. Je m'attendais à ce qu'elle se dirige vers une bouche de métro ou un arrêt de bus, mais elle a marché jusqu'à un immeuble d'appartements modernes en retrait de Warren Street. Elle a appuyé sur un bouton de l'interphone et s'est engouffrée dans l'immeuble. Je voyais son reflet dans les miroirs du hall d'entrée pendant qu'elle attendait l'ascenseur. Elle a peut-être aperçu ma silhouette se refléter à son tour sur la porte métallique de la cage d'ascenseur, parce que quand il est arrivé et qu'elle y est entrée, elle s'est tournée vers moi. Nos regards se sont croisés un instant, et puis la porte de l'ascenseur s'est refermée. Chapitre 6. Maintenant. J'ai dû m'assoupir parce que le bruit de la clé qui joue dans la serrure me réveille en sursaut. Un instant désorienté, je me rappelle où je suis. Assis sur un matelas dans une pièce où l'obscurité est totale. J'entends la porte chuinter en s'ouvrant et j'essaie de déceler la moindre lueur venant du couloir, de l'autre côté. Mais je ne perçois rien, hormis une présence. Ma respiration se précipite. C'est le moment. La fin est venue. Quelqu'un s'avance vers moi. Je me recroqueville dans mon coin, terrifiée. Si je ne vois rien, comment puis-je me préparer à quoi que ce soit? J'entends respirer. Un homme, je crois. Un de ceux qui nous ont amenés ici, Ned et moi. Ou quelqu'un d'autre. Je n'en sais rien. Mais s'il sait où je me suis mise dans la pièce, c'est qu'il a des lunettes de vision nocturne. J'entends qu'il pose quelque chose par terre avec un raclement. Je le supplie d'une voix éraillée. Je vous en prie, je n'ai rien à faire ici. Je sens qu'il s'écarte de moi. Je me demande comment je pourrais capter son attention, lui faire comprendre que je ne représente aucune menace. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Un mouvement dans le noir. Ses mains se posent sur mes épaules et me font lever. Est-ce le même homme qui m'a kidnappée dans ma chambre? Il me pousse en avant, vers la porte des toilettes. La peur me traverse comme un coup de poignard, aigu, instantané. Il va m'enfermer dans les toilettes. Quand il ouvre la porte, la panique se fait incontrôlable. Je me retourne pour le supplier. Non, ne m'enfermez pas là-dedans, pitié. J'ai beau essayer de lui échapper, il me pousse dans le réduit. L'adrénaline jaillit. Je tente de reculer, mais il me tient par les épaules, à bout de bras. J'essaie de le frapper, de lui donner des coups de pied, mais je ne rencontre que le vide. Brusquement, il relâche mes épaules. Et avant que j'aie le temps de réagir, la porte claque. Laissez-moi sortir! J'ai hurlé. Ma terreur monte encore d'un cran. J'attends le déclic m'annonçant qu'il m'a enfermée à clé. Mais je n'entends rien, et l'espoir revient. Il n'y a peut-être pas de serrure. D'ailleurs, je ne me souviens pas d'avoir senti un trou de serrure. Je vais peut-être réussir à sortir. Je tâtonne, trouve la poignée. Elle tourne facilement, mais je n'arrive pas à ouvrir. J'essaie encore, tout en poussant avec l'épaule de toutes mes forces contre la porte. Elle cède un peu avant de se refermer. J'ai compris. Il pèse de l'autre côté de la porte pour me garder à l'intérieur. Stupéfaite, je m'arrête. Pourquoi me pousser là-dedans s'il ne peut pas m'enfermer? Les deux mains à plat, je frappe contre le bois. Sur un côté, je sens quelque chose, une sorte de verrou. Sans réfléchir, je fais jouer le peigne. Quand il s'enfonce dans sa gâche, une lumière s'allume. Faible, mais bien réelle. Je cligne des yeux, me retourne lentement. Je vois les toilettes contre lesquelles je me suis cognée.
À côté, il y a un petit lavabo de porcelaine avec un robinet, eau froide et eau chaude, et un petit placard au-dessous. Il m'a poussée ici parce que je demandais de l'eau. Comme j'ai les mains sales d'avoir rampé, j'ouvre le robinet d'eau chaude et je me lave tant bien que mal. Puis, j'ouvre le robinet d'eau froide pour boire un peu. Je fais le tour du réduit des yeux. Les murs sont couleur crème, les boiseries peintes en blanc. En dehors du lavabo et des toilettes, la pièce est nue. Je soulève la lunette, jette un coup d'œil. L'intérieur est propre et sent le désinfectant. Je me soulage et trouve par terre, coincé entre les toilettes et le mur, un rouleau de papier. Je tire la chasse, me rince à nouveau les mains, les essuie sur mon pyjama, et j'ouvre le petit placard sans rien espérer y trouver, à part peut-être un second rouleau de papier hygiénique. Il y en a effectivement un, mais à ma grande surprise, il y a aussi une serviette, pliée, et un petit sac en tissu fermé d'un zip. Je m'en empare, le pose sur le côté du lavabo pour en examiner le contenu. Un petit tube de dentifrice, une brosse à dents, une savonnette enveloppée de papier blanc. Je contemple ces trésors avant de vérifier qu'il n'y a rien d'autre dans le placard. Si, sur la planche du bas, une boîte de tampons. Mon cœur se serre. Ça veut dire que je vais rester plusieurs semaines ici? Et donc que l'objectif de nos ravisseurs n'est pas de nous assassiner pour se venger, comme je l'ai d'abord cru. J'ai l'impression d'étouffer tout à coup dans cet espace réduit. Je me tourne vers la porte. L'homme est-il toujours de l'autre côté? Je glisse le peigne vers la droite et le noir se fait brutalement. Affolée, je referme le verrou en priant pour que la lumière revienne. Oui, une grande respiration pour me calmer. Ils ont dû faire en sorte que je ne puisse avoir de lumière que dans ces toilettes et pas dans l'autre pièce. Je dégage à nouveau le peigne et je pousse la porte. Aucune résistance. Elle s'ouvre facilement. C'est la même obscurité qui m'accueille. J'attends, l'oreille aux aguets. Rien. Il est parti. Je fais 2 pas dans la pièce principale en refermant la porte des toilettes derrière moi. Une main sur le mur pour me guider, je me dirige vers l'angle où je m'étais assise. Mon pied heurte quelque chose de dur. Je m'accroupis, tâtonne. C'est un plateau avec un bol, une cuillère et un gobelet, le tout en plastique. Je prends le gobelet, il est vide. Pour boire, il me faudra aller le remplir au robinet des toilettes. Mais à l'odeur, il y a quelque chose dans le bol. Je change de position sur le matelas, prends la cuillère, la guide vers le bol que je tiens de l'autre main. Des gestes très simples, que je ne peux faire qu'à l'aide du seul toucher. Je plonge la cuillère dans le bol, j'essaie de la porter à ma bouche en baissant la tête. Mes lèvres rencontrent quelque chose de gluant. Du porridge, nature mais mangeable. Je commence lentement à manger, prudemment, au cas où quelque chose s'y cache. En mangeant, je pense à Ned. Il déteste le porridge. Chapitre 7. Avant. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'ai même pas remarqué que quelqu'un s'était approché de ma table, jusqu'à ce qu'on dépose une assiette devant moi. J'ai regardé le muffin aux myrtilles, puis levé la tête pour prévenir la serveuse qu'elle s'était trompée. Mais ce n'était pas la serveuse. C'était la femme brune que j'avais suivie la semaine précédente, celle que j'avais vue pleurer. Je peux m'asseoir ? A-t-elle demandé, en indiquant la chaise vide face à moi. J'ai acquiescé en silence, perplexe devant ce muffin, en me demandant pourquoi elle m'en avait commandé un. J'ai pensé que vous aviez peut-être faim, a-t-elle répondu à ma question muette. Merci. Je ne voyais pas pourquoi j'aurais fait semblant de ne pas être affamée. Eh bien, allez-y, mangez. J'ai essayé de ne pas tout avaler d'un coup. Vous habitez le quartier ? A-t-elle repris pendant que je mangeais. Nouveau hochement de tête. En appartement ? En auberge de jeunesse, ai-je menti. Elle m'a dévisagé un moment. Et quel âge avez-vous ? Je me suis vieillie d'1 an. 18 ans. Et vos parents ? Ils sont morts. Mon père est décédé d'un cancer au début de l'année, et ma mère quand j'étais enfant.
me suis-je empressée d'ajouter en voyant sa mine. Elle a effleuré mon bras. Comme c'est triste. Toutes mes condoléances, vraiment. Merci. Vous avez un métier? Je travaille en cuisine, principalement, mais je viens d'être licenciée. Pas assez de clients, ai-je ajouté en haussant les épaules. Vous cherchez un job? Quel genre? N'importe lequel. J'économise pour me payer l'université. Elle a hoché la tête. Vous savez faire le ménage? Mais oui, quand mon père était malade, je faisais tout à la maison. Elle m'a étudié un moment, a levé les sourcils. Vous m'avez suivi jusque chez moi la semaine dernière. J'ai tout à coup eu peur qu'elle ne croie que j'avais envisagé de la cambrioler. Oh, pas pour savoir où vous habitiez, rien de tout ça, mais j'ai vu que vous étiez bouleversée et je voulais être sûre qu'il ne vous arrive rien. Elle a souri tristement. C'était très gentil à vous. Je devrais peut-être me présenter. Je m'appelle Caroline Blakely. Mon mari vient juste de me quitter pour une femme plus jeune. L'ironie étant que, à 33 ans, je ne m'étais encore jamais sentie vieille, jusqu'à ce qu'il m'annonce que l'autre avait 25 ans. Elle a sorti de son sac un bâton argenté de rouge à lèvres et s'en est passé sur la bouche jusqu'à ce qu'elle soit aussi rouge que ses ongles. Je travaille dans les relations publiques, en freelance. J'ai des horaires à rallonge et mon mari préparait quasiment tous les repas, ce qui m'arrangeait bien. Il s'occupait des courses et même d'une partie du ménage. Donc, pour faire simple, je cherche quelqu'un capable de prendre en charge tout ce qu'il faisait, les râleries en moins. Je ne râlerai pas, je vous le promets. Elle s'est mise à rire. Vous devrez parfois travailler tard le soir, parce que, quelle que soit l'heure, j'aime que le dîner soit prêt quand je rentre, et ça peut vouloir dire 22 heures. Mais si les courses et le ménage sont faits et que le dîner est prêt, vous faites ce que vous voulez du reste de vos journées. Je n'en croyais pas ma chance. Vraiment? Rien d'autre? Caroline a souri. Non, c'est tout, je crois. Vous vous appelez? Amélie. Amélie Lamont. C'est joli. Un nom français? J'ai acquiescé. Mon père était français. Vous voulez qu'on parle de votre salaire avant d'aller plus loin? J'ai replié le papier d'emballage du muffin pour en faire un petit triangle et hoché la tête. Je vous propose 150 livres par semaine. Ça vous irait? Je savais que c'était trop beau pour être vrai. J'ai fait un rapide calcul. Je ne pouvais pas rester éternellement en auberge de jeunesse, et une chambre en colocation coûtait autour de 120 livres par semaine, ce qui ne me laissait que 30 livres pour manger, me déplacer et acheter les produits de première nécessité. Mais je ne voulais pas refuser son offre. Je pouvais peut-être compléter mon salaire en travaillant à côté, ou lui laisser un appartement si propre et lui faire tellement bien à manger qu'elle me donnerait une augmentation. Oui, très bien, merci. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Parfait. Alors, vous pourriez peut-être venir avec moi maintenant et je vous montrerai votre chambre. Je préfère que vous la voyiez avant de commencer, au cas où elle ne vous plaise pas. Je l'ai dévisagée. Je n'étais pas sûre d'avoir compris. Je vais loger chez vous? Oui, j'espère que ça ne vous pose pas de problème. Non, non, pas du tout. Disons avec une période d'essai d'un mois? Vous pouvez commencer quand? J'avais les larmes aux yeux. Maintenant? Je peux commencer maintenant. Chapitre 8. Maintenant. Depuis quand suis-je ici? J'ai perdu la notion du temps. Je ne sais pas si c'est le jour ou la nuit. Je retiens mon souffle, guette le moindre son. Mais le silence est total, et l'idée d'être abandonnée ici me rend folle. Je m'efforce de me calmer. Ils m'ont apporté à manger. J'ai des toilettes à disposition. Ils ne se seraient pas donné cette peine s'ils avaient l'intention de me laisser mourir. Ce qui me fait penser au porridge que j'ai mangé. Était-ce un petit déjeuner? Dans le silence, les images défilent sous mon crâne. Je me revois à 7 ans dans ce cimetière parisien,
les yeux fixés sur le cercueil de ma mère débarrassé de ses bouquets de lys et de roses, qui descend lentement dans la terre. À 9 ans, mon arrivée en Angleterre avec mon père, notre installation dans la maison à la porte marron, à 2 rues de celle où vivait ma grand-mère anglaise. Le décès de ma grand-mère 2 ans plus tard, et celui de mon père il y a 4 mois. D'autres souvenirs réclament mon attention, ceux d'autres personnes que j'aimais et qui sont mortes, mais je les repousse avant de me mettre à pleurer. Le deuil est trop récent, la douleur trop vive. Si je pense à elle, je vais craquer. Et je ne peux pas me le permettre, pas maintenant. Je m'agite sur le matelas et je finis par m'allonger face au mur. Est-ce que quelqu'un a remarqué la disparition de Ned? Karl doit s'en être aperçu, s'il n'est pas mêlé à notre enlèvement. Il se présente à Ned tous les matins à 8 heures. S'il ne le trouve pas, il saura que quelque chose cloche. Mais s'il est impliqué dans notre enlèvement, s'il fait partie de nos kidnappeurs, personne ne s'apercevra de notre disparition avant plusieurs heures, plus peut-être. Mon soupir emplit l'obscurité. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Seul Ned a de l'importance. Parce que c'est Ned Hawthorpe, le fils de Jethro Hawthorpe, milliardaire, philanthrope et créateur de la fondation qui porte son nom. Moi, je ne suis personne. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas tué tout de suite. S'ils m'avaient exécuté, ça aurait été un avertissement, le signe qu'ils ne rigolent pas. Moi morte, Ned kidnappé. Mais si c'est un enlèvement et non une vengeance, ça signifie peut-être qu'ils pensent pouvoir exiger une rançon plus forte pour nous deux. Ils ne peuvent pas savoir que Jethro Hawthorpe ne lâchera pas un penny pour me récupérer, et que personne n'est prêt à payer pour moi. Pour la première fois de ma vie, je suis presque heureuse que mes parents soient morts. Je serais horrifiée qu'ils s'inquiètent pour moi sans savoir où je suis. Ma gorge se serre à l'idée que mon père me voit ainsi, prisonnière, plongée dans le noir absolu. Il y a 3 semaines, je vivais un rêve. J'avais un appartement, un travail, des amis. Des amis. Les larmes qui jaillissent m'étouffent presque. J'essaie de lutter, de ne pas octer. Si je veux survivre, je ne dois pas penser à ces derniers jours. J'essaie de me raccrocher à quelque chose de positif, quelque chose qui m'empêche de craquer et de m'allonger en pleurant. Caroline. Il me reste Caroline. Je lève la main, suis le mur du bout des doigts. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle n'est pas venue chez Ned, en demandant à me voir après la rencontre avec la presse. J'étais sûre qu'elle viendrait, sûre qu'elle comprendrait alors ma position. Je n'y crois pas, avait-elle crié en indiquant son téléphone. Mais elle avait peut-être changé d'avis et avalé l'histoire que Ned avait débitée. Voilà une raison de plus pour m'enfuir d'ici, et j'y réussirai. Je dois expliquer à Caroline pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Que je n'ai eu qu'un moment pour me décider. Que je reviendrai en arrière si je le pouvais. Parce qu'alors, rien de tout ça ne serait arrivé. Mon cœur se remet à battre en entendant la clé tourner dans la serrure. Je reste allongée, immobile, tandis que l'homme s'avance vers moi. Il dépose quelque chose au sol. J'entends un second raclement, puis il s'en va sans un mot. Je m'assois et je sens sous ma main un plateau, un autre, avec ce qui semble être un sandwich et une pomme. En tâtonnant, je comprends que celui sur lequel était posé le bol de porridge a disparu. Il l'a ramassé en partant, ce qui doit correspondre au second raclement que j'ai entendu. Une senteur de tomate me fait hésiter. J'aime la tomate, mais je n'ai pas vraiment envie de manger un sandwich sans savoir ce qu'il y a dedans. Je m'apprête à l'ouvrir pour retirer toute la garniture, et puis je me dis que si j'emmène mon plateau aux toilettes, je pourrais voir son contenu. Je me mets à 4 pattes en poussant mon plateau devant moi. Je tire la porte du cabinet de toilette, je la contourne et pousse le plateau à l'intérieur. Je me redresse, j'entre à mon tour et j'essaie de me retourner face à la porte. Le réduit est si étroit qu'il y a tout juste la place pour mes pieds et pour le plateau. Je referme, fais coulisser le loquet et la lumière s'allume. Je m'accroupis maladroitement pour prendre mon sandwich, posé sur une feuille d'essuie tout blanc. C'est du pain bis, garni de fromage et de tomates. Il a l'air tout frais. Il y a aussi une pomme verte et un gobelet de plastique blanc.
ainsi qu'une petite barre chocolatée posée le long du rebord du plateau. La vue du chocolat me remonte le moral. C'est comme une petite attention, un effort pour me donner quelque chose de bon. Mais ça peut être aussi un piège, un stratagème pour m'amadouer. Ma détermination est intacte. Ils m'ont enlevée, je suis prisonnière. Le chocolat n'y changera rien. Chapitre 9. Maintenant. On m'apporte un nouveau plateau repas. Est-ce le même homme? Un autre? Difficile à dire quand je ne peux que sentir sa présence sans le voir. Merci. Mais il ne répond pas. Je ne sais pas si mon dernier repas, le sandwich au fromage et à la tomate, était celui du midi ou du soir. J'ai fini par apporter le plateau dans mon coin et j'ai mangé assise sur le matelas. Je préfère manger dans le noir qu'assise sur des toilettes. Je me suis endormie peu après, et quand je me suis réveillée, j'ai eu la sensation qu'il s'était passé beaucoup de temps. J'ai peut-être dormi toute une nuit. Je tire le nouveau plateau à moi, examine son contenu à tâtons, de la main droite. Il y a un bol. Je le lève sous mon nez. Ça sent le porridge. J'y plonge le doigt pour goûter. C'est bien ça. Donc, à moins qu'il n'ait l'intention de nous donner du porridge matin et soir, ce doit être le deuxième jour. Il faut que je puisse mesurer le temps qui passe. Ned et moi avons été kidnappés dans la nuit du samedi 17 août. Aujourd'hui, nous sommes donc le dimanche 18 août. J'hésite à emporter le plateau dans les toilettes pour examiner son contenu. Mais du porridge, c'est du porridge. Sur le plateau, je trouve aussi une banane. En aurais-je raté une hier? Je trouve aussi un petit tube de papier de quelques centimètres de long. Au toucher, on dirait qu'il contient de minuscules cristaux. Du sucre? Je déchire une extrémité, verse le contenu dans ma paume, j'y plonge un doigt et le porte à ma bouche. C'est bien du sucre. Au goût et à la taille des cristaux, c'est même du sucre brun. J'ai raté ça aussi hier? Je reprends le bol, y verse le sucre, remue avec la cuillère. Je mange mon porridge, j'emporte mon gobelet dans les toilettes pour boire un peu d'eau. Ça me fait du bien de changer d'endroit, d'être ailleurs que dans l'obscurité étouffante de la pièce principale. J'ôte mon pyjama, je me savonne le corps, je mouille un coin de la serviette pour me rincer et je m'essuie avec la partie sèche. Rafraîchi, propre, je renfile mon pyjama. J'aimerais pouvoir le laver aussi. Il est sale d'avoir rampé un peu partout dans la pièce. Mais je n'ai pas d'autres vêtements. Je me peigne avec les doigts. Heureusement, j'ai les cheveux plus courts maintenant. Ils m'arrivent à peine aux épaules. Et je me brosse les dents, puis je m'assois sur la lunette des toilettes. Je voudrais repenser au passé, mais, distraite, je me perds à contempler mes mains, à étudier mes doigts qui se plient et se déplient. La lumière s'éteint tout à coup. Je bondis, le cœur battant, vulnérable. Rien ne se passe. L'autre porte ne s'ouvre pas, et personne ne vient frapper à celle-ci. D'une main tremblante, je désengage le pêne. Rien. Je le remets doucement en place et, au bout d'un bref instant, la lumière revient. Le front appuyé à la porte, je cherche de l'air. L'éclairage doit être couplé à une minuterie. Encore un de leurs trucs pour me réduire à l'impuissance la plus totale. Je déverrouille la porte, l'ouvre et passe rapidement dans l'autre pièce. S'il y fait noir, il y a plus d'espace. Je reste plantée là, à attendre que les battements de mon cœur s'apaisent. Jusqu'ici, j'ai réussi à rester relativement calme. On ne m'a fait aucun mal, mais ça pourrait venir. L'idée me noue l'estomac. Je dois m'enfuir. Je vais devoir être patiente, attendre le moment où ils commettront une erreur. Parce qu'ils en feront une, et je serai prête. Je ne me laisserai plus piéger. Je rejoins l'angle où j'ai installé mon matelas et je me mets à marcher, une main contre le mur pour me guider en comptant les pas. Je me dis que je vais arriver à l'angle suivant en 10 pas. Mais maintenant que je suis habituée à l'obscurité, mes pas sont plus longs et à 7, je me cogne à la cloison. Le temps de me ressaisir, je continue le long du mur suivant, en passant devant la porte principale. Il me faut 7 pas pour arriver à l'angle. Je tourne et longe le mur qui suit. Au passage, mes doigts butent sur le panneau qui masque la fenêtre. À 7, j'arrive à nouveau dans un angle. Je tourne.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.